tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 2 sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. Les 4 invités, c'est Monsieur Christen. Bonjour. Yves de son prénom, comment ça va? Ça va très bien. Parfait, moi aussi. Merci de me demander. Non, je suis au 36e dessous, mais j'anime quand même, je suis là, vaillant. Bravo. Je n'ai pas pris de congé. Cyril Benassar. Bonjour. Bonjour Cyril. Jacques Georges. Bonjour Jacques. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et alors Jacques Georges, c'est un homme qui écrit. Comme à peu près tout le monde ici. Sur le tard, hein, je me suis fait écrivain vraiment sur le tard. Il n'empêche que c'est votre deuxième, troisième livre? C'est mon deuxième, parce que j'en ai écrit un il y a 20 ans, mais sur des sujets techniques d'économie. Okay. Parce que je sais que Cyril a écrit. Oui, un roman qui est écrit. Donc, et qui n'attend que la préface de Renaud Camus, qu'il a eu la gentillesse de m'accorder pour être édité. Vous avez écrit? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, hein, c'est bien ce qui me semble. Ok, Laurent Isard? Quelques-uns, oui. Voilà, il n'y a que moi qui suis dans les starting blocks. Mais alors, ok, Jacques Georges, ce livre qui s'appelle, formidable titre, hein, je veux dire, Mon époque et moi sommes mariés sans amour. Ouais. Alors ça parle de quoi ça? Ben, c'est un point de vue je dis à l'instant, c'est un point de vue de vieux con, en fait. Mais de vieux con, quand même, qui a un petit peu d'humour. Et de vieux con, quand même, qui a des idées aussi. Hein. Donc, je crois qu'il y a du contenu dans ce bouquin. Je cherche pas particulièrement à le vanter, à le vendre et en faire un best-seller. Mais il y a du contenu dans ce bouquin. Et j'ai osé, in fine, là, presque contre mon éditrice, en tout cas sans l'enthousiasme de mon éditrice, de glisser une espèce d'ébauche de programme de révolution conservatrice. Ok, très bien. C'est un peu le sujet qu'on va aborder d'ailleurs tout à l'heure. Sans rien dire de ce qu'on va aborder, mais on va beaucoup parler des États-Unis, de Trump, de MAGA et de méga. Oui. J'arrive dans une seconde pour que ça reste plus clair. Oui. Ok, très bien. Ce programme, il est quelque part... À la fin du bouquin. Je ne sais pas s'il faut le mettre entre toutes les mains parce que je ne cherche pas à avoir d'ennui non mais je vois, plus. je suis tombé dessus. C'est plein de mauvaises idées. Dans l'ordre symbolique, dans l'ordre démographique, dans l'ordre écologique. Je viens de l'avoir, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. Oui. Merci Jacques. Avec plaisir. Et le dernier, c'est Laurent Isard. Bonjour Laurent. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien. Allez, les sujets. Premier sujet, c'est on est à une semaine d'une discours inaugural de Trump, donc on va revenir dessus. Et le deuxième sujet, ce sera si Make America Great Again, ça existe pour les États-Unis, est-ce qu'il y a un méga possible, Make Europe Great Again? Voilà. Et puis on aura des coups de gueule et des coups de cœur. Ils m'ont dit, ils ont bossé. On verra ça à la fin de l'émission. À tout de suite. Alors, Trump a inauguré son, comment on dit, un quinquennat? On dit ça comment pour un président de la République? 4 ans de règne? Il n'y a pas de mot français, sans doute. Ah oui, son nouveau mandat. Il n'y a pas de concept. Une investiture, moi je dirais. Oui. Ok, donc il a fait un grand discours, voilà. Très franchement, j'ai du mal à croire que c'est juste il y a une semaine. Le temps est passé à une vitesse folle. Je pourrais dire que c'est il y a un mois ou deux, ce serait pas étonnant. Tellement le président Trump a enchaîné les discours enflammés, les annonces tonitruantes, les révolutions, hein, en tout cas il les lance. Et donc je voudrais, avec vous messieurs, je n'ai pas prévu qui va intervenir en premier, qu'on revienne sur ces discours, sur les 10 points qui ont été abordés, ce que vous en pensez. Du personnage, du fond, de la forme. Et puis après, on glissera sur l'Europe, ce sera le deuxième sujet. Jacques. Moi, je veux bien dire 2 mots d'introduction. Hein. Bon, ça fait toujours. Quelqu'un qui commence par 2 mots, je me dis... J'ai eu mon époque américaine, moi, quand j'étais je dirais que ce qui se passe en ce moment, ce qui vient de se passer en Amérique, c'est le contraire de ce que j'ai vécu quand j'étais en seconde année de Sciences Po Paris, là. C'est-à-dire juillet 1964. C'était la signature par Lyndon Johnson du Civil Rights Act,
qui est le départ pour moi, qui est vraiment le départ de l'Amérique de gauche. C'est-à-dire de la discrimination positive, des droits de l'homme inversés, c'est-à-dire des droits de l'homme contre la démocratie et contre le peuple, de la préférence étrangère et tout ce qu'on veut. Enfin, toute la sensibilité de gauche qui aboutit finalement au wokisme est née, pour moi, ce jour-là. J'ai même la date, je crois que c'est le 26 juillet 1964. Sachant que pour resituer, Don Johnson, c'est celui qui succède à Kennedy, le président assassiné. Assassiné en novembre 63. Exact, et qu'on est dans un contexte de forte tension raciale aux États-Unis. Absolument. Hein. Et que c'est ça Little Rock. Voilà, c'est ça qui fait que Lyndon Johnson prend ces mesures-là. D'ailleurs, les États-Unis ne vont pas du tout se sortir de cette situation raciale pendant de très nombreuses années. Hein. Il y a plein de films qui montrent que de nombreux chanteurs ne pouvaient pas aller chanter chanteur noir dans certaines salles. Mais moi, je pourrais raconter là-dessus, parce que j'ai fait le voyage, j'ai été reçu comme on était 7 de Sciences Po, on a fait un voyage absolument extraordinaire au Fouet de la Princesse pendant 2 mois. Et donc, on est allé partout. Et à la Nouvelle-Orléans, je me souviens qu'il y avait encore les places pour les Noirs. Hein. Et nous, les Français, on était un peu concons, on était scouts, et on se mettait naturellement avec les Noirs. Bon, donc, c'était une manière de protester, d'être un peu politiquement incorrect. Ça vous choquait, non ? Ça nous choquait à l'époque. Maintenant, je pense que je verrais les choses autrement. Mais on était un petit peu idéalistes. On va se prendre des courriers. Hein. On va se prendre des courriers. Évidemment, l'époque a changé. Je pense que on ne peut pas remettre en cause la lutte pour les droits civiques et l'égalité des Noirs et des Blancs. Bien sûr. À l'aune de ce que le wokisme a produit en délire et puis en enfonçage de portes ouvertes. Voilà, et même... C'était le meilleur et le pire intimement mêlés. En effet pervers et contre-productif en inventant un racisme à l'envers. Absolument. Donc, je pense que chaque époque doit avoir son combat et qu'on ne peut pas les mélanger. Souvenons-nous que la France était un refuge pour les Noirs aux États-Unis. Que, beaucoup d'artistes entre autres, Miles Davis, un jour, s'est fait tabasser à l'arrière du club dans lequel il jouait à New York parce qu'il était en train de fumer une clope et qu'un flic lui a dit « Circule, t'as rien à faire là », qu'il a dit « Mais je joue à l'intérieur ». Boum, coup de matraque, il est allé à l'hôpital. Hein. Et il venait en France jouer de la musique la plus belle du monde. Et beaucoup d'écrivains, je pense que c'est Richard Wright qui avait déclaré un jour « J'aime la France parce qu'en France, je ne suis pas noir. » Quand j'entre dans un restaurant, on me dit « Bonjour monsieur », on ne me demande pas si ma place est là ou là. Mais déjà, ça a généré tout un... Évidemment. Il y a eu des suites de ça. Oui. Hein, au point de départ, c'est bon. Hein. Et donc vous pensez que Trump, il est en train de remettre... Pour moi, c'est l'inverse. D'égaliser des choses. Pour moi, c'est un coup de barre et l'autre coup de barre, dans l'autre sens, 180 degrés, pour moi. Je pense aussi qu'il est en train de remettre d'équerre des choses qui étaient en train de partir vraiment dans le décor. Mais pour revenir à son discours, on va revenir sur les points qu'il a abordés, mais avant même ça, et quand on regarde son discours et la suite, moi je l'ai trouvé extrêmement réjouissant, ce discours. J'avais rarement été aussi enthousiasmé, et autant adhéré à un discours, depuis le discours de Zemmour à Villepinte, sur lequel j'avais été aussi très emballé. Parce que, pour moi, ça signait le retour de la politique comme le champ du possible et le champ de l'action. C'est-à-dire que là où, depuis des décennies, on entend notre classe politique nous expliquer pourquoi ça n'est pas faisable, pourquoi ça n'est pas possible, pourquoi ça n'est pas souhaitable, pourquoi l'Europe va nous empêcher, et nos valeurs, et notre histoire, et nos droits, etc. Il arrive, il balaye ça d'un revers de main en disant « Avec la volonté du peuple, je peux tout ». Et je peux actionner tous les leviers que j'ai à ma disposition, même certains qui sont limites, parce qu'il y a quand même des rapports de force commerciaux qui frisent les rapports mafieux. Quand on impose sa position de force à d'autres pour obtenir quelque chose, en dépit du droit, en dépit du bon sens, ça peut aussi parfois être un peu limite. Mais je trouve que c'est ça, moi, qui m'a vraiment emballé, c'est-à-dire... Plus que les détails, c'est une atmosphère de volonté. De volonté, et puis l'idée que la politique, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire que la volonté du peuple s'accomplisse. C'est marrant, parce qu'en fait, il dit « Yes, we can ». Il dit « Yes, we can », ouais. Il dit « Yes, we can », mais il le dit et il donne le sentiment qu'il va le faire. Il y avait de l'émotion, ça c'est rare, l'émotion en politique. Il y avait de l'émotion. Quand il parlait, les gens se levaient. Ils se rasseyaient, se levaient. Plusieurs fois, il y a des moments d'émotion. Moi, c'est l'émotion, j'en ai pas souvent en politique. Mais là, cette fois, il me semble que c'est assez courant aux États-Unis. Je me souviens du discours à la nation, où il y a quand même régulièrement les gens qui se lèvent, les sénateurs qui se lèvent. Ça, c'est de la politesse, mais là, c'était de l'émotion. D'accord. OK. Yves Christel. Je ne partage pas cet enthousiasme. J'entends bien que si un homme politique français
président tenait ce type de discours, Oui. j'en serais ravi. Mais il ne faut quand même pas négliger le fait que le discours de Trump traduit d'ailleurs la politique américaine en général en ce qu'elle a de défavorable pour nos propres intérêts. D'ailleurs, il est assez pittoresque de voir que les non-américains qui étaient là-bas, et notamment les Français, étaient des patriotes, des nationalistes, quel que soit le nom qu'on veut leur donner, et qui ont quand même pris en pleine figure le fait que Trump cible principalement ses alliés, les humilie autant qu'il est possible et dit aux Américains, on va devenir de plus en plus riches parce qu'on va spolier qui? On va spolier, pas les Chinois, pas les Russes, on va spolier nos propres alliés. C'est-à-dire que si vous êtes patriote français, européen, vous écoutez ça en pleine figure et d'une certaine manière, vous êtes plus humilié que le pauvre Biden. À quoi Le fait d'augmenter les taxes, etc. Enfin, il a dit clairement aux Américains, vous allez devenir très riches parce qu'on va faire payer les autres. Et les autres, c'était principalement les alliés. Et au passage, on envahit le Groenland, on envahit le Canada, on le fera pas. Le canal de Panama, qui n'est pas tout à fait européen. Mais enfin, malgré tout, ce sont des pays qui sont des pays amis des États-Unis. Alors c'est extraordinaire parce que, tout de même, moi j'aime bien imaginer qu'un extraterrestre regarderait le jeu de ce qui se passe sur notre planète. On est dans une configuration dans laquelle à peu près tout le monde, notamment tous les dirigeants européens, s'accordent à considérer que M. Poutine aurait l'intention d'envahir l'Europe occidentale. M. Poutine n'a pas dit un seul mot dans ce sens. On ne voit pas comment il pourrait le faire. Et pour cela, on soutient les États-Unis, qui est un pays qui a clairement dit qu'il avait l'intention d'envahir une partie du Danemark. Alors, c'est tout de même un paradoxe extraordinaire entre un pays qui clairement affiche des intentions impérialistes, mais que l'on soutient, contre notre pays qui n'en fiche aucune intention impérialiste, en tout cas contre l'Europe occidentale. Un martien qui verrait ça aurait du mal à comprendre. Hein. Autrement dit, attendez, moi je veux bien qu'on creuse un petit peu. Vous dites qu'on doit changer d'alliance. Cette alliance que l'on a avec les États-Unis depuis le 19e siècle et qui s'est illustrée 2 fois pendant les 2 guerres mondiales, elle n'a plus lieu d'être. Attendez, je ne dis pas qu'il ne faille pas être allié avec les États-Unis. Je dis que dans la configuration du monde actuel, il est clair. Mais ce n'est pas Trump, ça. C'est depuis toujours que les États-Unis sont de fait le principal adversaire de l'Europe. C'était vrai tout autant avec Biden. La différence, c'est que Biden... avec Obama, qui espionnait les téléphones de Merkel et quand même le Pearl Harbor anti-européen. Hein, c'est le Nord Stream 2. Ça, c'est un Pearl Harbor, c'est une déclaration de guerre à l'Europe. Et ça, c'est pas le méchant Trump, c'est le gentil Biden. C'est surtout une pierre dans le jardin de Poutine pour essayer de débrancher Poutine de l'Europe. D'accord, celui qui souffre, c'est nous. Et bien sûr, c'est nous. C'est pas pour débrancher Poutine de l'Europe, c'est pour débrancher l'Europe de Poutine. Oui, c'est vous qui avez raison. Je pense que le principal but de la politique américaine, c'est effectivement d'affaiblir l'Europe, parce que plus l'Europe est faible, plus elle est vassalisée, et parce que l'Europe pourrait être effectivement un grand vecteur de puissance. Vous avez noté que quand même dans son discours, il n'a pas tellement attaqué la Chine et la Russie, et ni l'Iran d'ailleurs. Il a attaqué de fait le Canada, le Danemark, peut-être les voitures allemandes, enfin que sais-je, l'Europe, le monde occidental. Laurent Isard. Je partage plutôt ce point de vue et je vais dire, j'ai du mal à comprendre en fait la fascination qu'exerce Trump sur beaucoup de Français et beaucoup d'Européens. Alors évidemment, il y a 2 facettes à Trump. Il y a le côté évidemment qu'on trouve ici sympathique, c'est-à-dire la personne qui va remettre un peu les pendules à l'heure sur les excès du wokisme, sur le patriotisme, sur effectivement le volontarisme politique, et là je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi le Trump qui va poursuivre et qui va intensifier la guerre économique contre l'Europe, dans laquelle on est partie prenante. Alors, c'est pas lui qui en est à l'origine, faut dire les choses clairement, mais on est véritablement confronté à une guerre économique aujourd'hui, et c'est une guerre qui va nous conduire effectivement à être vassalisés si nous ne faisons rien. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Alors, vous avez cité les droits de douane, mais il y a aussi toutes les influences que l'on peut avoir. Il y a les menaces aussi, parce que nous subissons des menaces. Il y a les lobbying auprès du Parlement européen. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises qui sont clairement anti-européennes. Et ça date pas de Trump, une fois encore.
encore, l'ARA, le fameux acte protectionniste américain, ça commence à dater un petit peu. C'est Biden. Mais ce qui risque de se passer avec Trump, c'est qu'il va y avoir une accentuation de cette pression sur les pays européens qui soit vont accepter de se soumettre, soit vont être marginalisés par les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'indépendance énergétique notamment et autres que peuvent avoir les Américains. Oui, puisque un des axes du discours de Trump, c'est drill, baby drill. Voilà. Autrement dit, forer, forer et forer encore. Non pas pour le plaisir de forer, pour le plaisir de descendre le prix de l'énergie et de pouvoir attirer vers l'Amérique du Nord, les États-Unis particulièrement, les industries qui vont pouvoir, qui sont très consommatrices d'énergie et qui vont pouvoir produire à moindre coût. Il y a un exemple très clair. Monsieur Stéphane Séjourné, un commissaire européen qui a été un petit peu imposé par Von der Leyen, a dit qu'on devrait de toute façon acheter des armes américaines à la demande des Américains. Voilà. Et sinon, on subirait des droits de douane insupportables. Il faut savoir que notre balance commerciale quand même européenne est favorable par rapport aux États-Unis. On est largement positive. Très positive. On vend beaucoup de services, on vend beaucoup de choses aux États-Unis. Et alors, on semble... Ce qui est contraire à ce que beaucoup de gens pensent. Hein. Exactement. On pense qu'on est déficitaire par rapport aux États-Unis. On est très positif. Et alors là, on est en train de s'écraser là-dessus. De partout. Oui, c'est vrai. Et on est en train de s'écraser là-dessus. On nous dit, et on va devoir acheter des armes américaines. Et on ne pense pas du tout à l'industrie d'armement européenne qui va en souffrir énormément et qui est florissante. Oui, bien sûr. Alors, il me semble que je comprends votre point, mais il ne s'agit pas d'être vassalisé par les États-Unis ou même de considérer Trump comme un gourou, un mentor qu'il faudrait suivre. Moi, mon admiration, la réflexion que j'ai, c'est si seulement on avait un chef comme ça, qui est à la fois dans l'action et dans la protection des intérêts du peuple qu'il a élu. Et un chef comme ça dans le monde libre. Parce que, évidemment, un autocrate qui tape du poing sur la table et qui obtient tout ce qu'il veut, il y en a dans le monde entier. Il y en a en Chine, il y en a en Corée, il y en a en Russie, il y en a partout. Mais quelqu'un dans le monde libre qui a cette volonté d'agir et qui agit, ça fait plaisir. Maintenant, la réaction de l'Europe, ça doit être justement, il me semble, de saisir cette chance historique de la guerre commerciale que les États-Unis vont nous livrer, pour enfin essayer de bâtir cette Europe des nations, cette coalition de pays qui vont avoir des intérêts communs. De fait, on ne sera plus divisé avec l'Allemagne qui veut vendre ses voitures et puis l'autre qui veut vendre son cognac. Si l'Amérique nous attaque de front et clairement, on peut espérer peut-être qu'il y ait un réveil européen et que l'Europe devienne une forteresse qui défendrait à la fois la civilisation européenne et ses intérêts face aux États-Unis. Vous anticipez sur le sujet numéro 2, mais effectivement, on y va doucement. Moi, je voudrais simplement dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Cyril, parce que je ne voudrais pas passer pour l'américanophile de service. Ce n'est pas du tout le cas, parce que il y a ce côté idéologique qui, naturellement, fait plaisir, et sentimental qui fait plaisir, mais tout ce qui vient d'être dit sur le caractère objectif de notre opposition aux intérêts américains, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme qui va donner une forme à notre futur, à notre géopolitique des 20 prochaines années. Ça, c'est clair là-dessus. Voilà. Oui, donc je ne suis pas américanophile, simplement je trouve que Trump nous débarrasse d'un certain nombre de maladies d'origine américaine et qui sont venues chez nous. Voilà. Il nous donne l'espoir qu'il va faire des petits en Europe aussi, qu'il va inspirer des formes de gouvernement et puis et rassurer les peuples aussi sur le fait que le populisme, ça a du bon. Oui. En tout cas, nous met au pied du mur. J'ai le sentiment d'une accélération du temps, pas seulement parce que le discours c'était il y a une semaine et qu'il s'est passé tant de choses, aussi parce que peut-être tout ce qui aurait dû avoir lieu en Europe il y a longtemps, c'est maintenant ou c'est presque jamais, quoi. Comme si le train était en train de passer et qu'il était encore temps de tendre la main. Alors qu'on a tout raté en Europe, parce que moi je suis très très européen, vous allez le voir, trop peut-être, mais très européen, mais malgré tout l'Europe a tout raté, il faut reconnaître. Tout ce qui est d'avenir, ça a été un ratage. L'Europe qui est devenue, l'Europe qui est notre espoir est devenue notre problème en même temps. C'est les deux. Voilà. Et surtout on est malade. L'Europe actuelle est assez mal armé pour effectivement résister à cette espèce de force qui se dégage de l'Amérique en général et de l'Amérique de Trump en particulier. La santé. La santé nietzschéenne, voilà, c'est ça que ça. L'Europe est assez peu nietzschéenne par les temps qui courent. Oui, mais c'est justement quoi la santé nietzschéenne, ce qui nous rend... À la santé, ou schopenhauerienne, si vous voulez. C'est l'instinct de vie, l'amour de la vie, c'est ça. La force vitale. La force vitale, voilà. Oui, ce sera le mot de la fin, mais je vous laisse la conclusion. Juste un petit mot. Il y a un point qui a choqué dans le discours de Trump, plus que d'autres, c'est Panama.
Oui. Et Panama, c'est vraiment un symbole. C'est-à-dire que le canal de Panama, effectivement, a été rétrocédé à l'État du Panama il y a 25 ans à peu près. Ça, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Mais on voit que déjà, les intérêts chinois se sont installés et ont acquis les ports à l'entrée et à la sortie du... Voilà. Comme les Chinois ont aussi pris des participations importantes au port du Pirée, à Zeebrugge, à Hambourg, à Valence. Voilà. Donc, moi, ce que j'apprécie dans le discours, c'est ce côté, attention, on ne va pas se laisser faire. Même si certains disent, peu importe que les Chinois prennent des parts dans les ports, de toute manière, un port, ça se nationalise du jour au lendemain, et que les Chinois, ils peuvent acheter les danseuses qu'ils veulent. Dans tous les cas, la danseuse, en l'espèce le port, il risque pas de partir dans un autre pays. Il y a plein de gens qui disent, on s'en fout de ça. Oui, voilà. Oui, ça c'est une position à la grecque, je dirais, qui est pas très glorieuse quand même, franchement. Okay. Allez, Cyril. Non, je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous disiez qu'effectivement, c'est l'intérêt des États-Unis, il veut contrer la Chine, et ne s'arrête pas au droit international en disant je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit. Il le fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frappant. Ouais. Enfin, ça change. Oui, et en même temps, le droit, c'est un peu quand même ce qui nous constitue. C'est ce qu'on a mis des centaines, voire des milliers d'années à construire. Parce que beaucoup de nos lois, on parle de celles qui datent de Napoléon, mais il y en a beaucoup qui ont des fondations bien plus anciennes encore, au moins en France et dans les grands pays européens. On ne peut pas tout balancer en quelques heures de discours, non ? Non, mais ça va être tout la difficulté, l'équilibre à trouver. Ça pourrait être, dans le bon sens du terme, un dictateur à la romaine. C'est-à-dire quelqu'un à qui on confie le pouvoir, le temps de remettre les choses en ordre, et puis après qui rend... Oui, c'est pas Marc Aurèle. La liberté publique. C'est ça. C'est pas Marc Aurèle, c'est quand même quelqu'un qui... que Trump soit pas Marc Aurèle, oui, voilà, ça je vous le confirme. Bon, c'est une personnalité qui n'est quand même pas ce qu'on peut appeler un grand homme, même si un certain nombre de ses propos anti-wokistes sont réjouissants. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est sûr. Que Trump soit pas Marc Aurèle, ça, je l'adore, je la garde, même parce qu'elle est tellement formidable. C'est vrai que c'est pas un président littéraire et c'est pas un homme qui est attaché à la forme, c'est sûr. En même temps, quelquefois dans l'histoire, on a besoin de brutes épaisses. Je veux dire, Charles Martel était peut-être pas quelqu'un de très distingué, mais il a sauvé la chrétienté. Sorin l'a appelé le super Le Pen mondial. C'est pas si mal vu, hein. C'est pas si mal vu, hein. Enfin, sauf qu'il y en a un qui est au pouvoir. Oui. Ok, allez, messieurs. Le Pen lisait le grec dans le texte. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, messieurs, on passe au ce deuxième sujet. En fait, on y a déjà basculé. C'est ça qui est fantastique. Comme quoi, cette émission est bien conçue. Et je dois vous dire, je dois rendre hommage à celui qui l'a imaginé. C'est Jacques Georges. Ah non, corrigé et dans le bon sens par Franck. Non, on n'est pas dans un club d'admiration mutuelle, Jacques. C'est grâce à vous. Non, mais j'avais proposé, moi, comme second thème, là, y a-t-il un méga dans la salle ? Et en fait, la bonne question, c'est y a-t-il un méga en Europe ? Oui, bien sûr. Et y en a, malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas. Mais enfin, c'est autre chose. Allez, justement, voilà, on s'y retrouve. Rendez-vous dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. On bascule côté Europe. Hein. Après MAGA, méga, est-ce qu'il y a un méga en Europe ? Qu'est-ce que ça signifie ? On voit bien qu'il y a un gant qui est jeté à la face de l'Europe par Donald Trump, qui fait de ses alliés ses meilleurs ennemis. Donc comment pouvons-nous réussir à résister ? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? C'est tous ces sujets-là que je voudrais aborder avec vous. On en aura d'autres au menu. Et c'est Yves qui s'y colle, Yves Christen. Écoutez, les gens de ma génération et de Jacques, on a connu une époque qui était celle de la fusée Ariane, du Concorde, du TGV, du nucléaire, où notre pays était leader mondial avec en association avec d'autres pays d'Europe, mais en étant le leader dans le système en question. Objectivement, depuis cette époque, on aurait le plus grand mal à donner le nom d'une seule invention technologique significative équivalente à celle-là. On a l'impression que tout s'est passé aux États-Unis. Ça commence à se passer en Extrême-Orient. Dans l'Europe, l'Allemagne se porte et l'Angleterre mieux que nous.
c'est quand même un constat assez extraordinaire. Et à ceci s'ajoute le fait qu'on a du mal à voir comment les choses pourraient se débloquer. Ce n'est pas uniquement une question de financement, c'est une question de financement, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi le fait que l'Europe met beaucoup de crédits, par exemple, pour la science. Simplement, c'est toujours sous le règne de ce que De Gaulle appelait le machin. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre en place un comité, ça prend un temps considérable. Il faut nommer des instances dirigeantes, ça prend un temps considérable. Il faut que ces instances se réunissent, il faut qu'elles fassent accepter les choses. Et chaque chose prend un délai de l'ordre de 5-10 ans. Yves, ce que vous avez connu, parce que vous connaissez bien le système des laboratoires et de la recherche. C'est un exemple. Vous avez connu ça en Europe. Oui. Vous voyez à quel point c'est lourd et vous pensez qu'en fait, c'est la même chose à peu près partout. C'est ça ? Oui, alors c'est moins vrai en Allemagne. Par exemple, effectivement, le système des Max Planck marche mieux que le CNRS en France. Parce que moi, on m'a dit que l'Allemagne, c'était un cauchemar de bureaucratie, de lenteur et d'incapacité à décider. Tout est un cauchemar de bureaucratie. Mais malgré tout, c'est quand même plus efficace, aussi parce que c'est plus élitiste. C'est-à-dire que le système Max Planck est un système qui est fait pour l'élite et ça produit effectivement de la science. Mais il est clair que nous, pour faire un laboratoire, on met des années. Or, bien entendu, si vous accrochez un sujet de science qui est vraiment de la science très actuelle et que vous mettez des années, vous n'arrivez pas à bout. Prenez l'exemple, on a eu l'exemple du vaccin Covid, qui est un très bon exemple, dans lequel les Anglais, les Américains, les Allemands, aussi les Russes et les Chinois, ont produit quelque chose. À une vitesse faramineuse. Très rapidement. Il est bien évident que si c'est pour produire un vaccin, fut-il meilleur, mais 10 années après l'épidémie, ça n'a plus le même type d'intérêt. On est une machine lente parce qu'on est ce que De Gaulle appelait un machin. Donc là, vous êtes dans le noir. Hein. En gros, vous dites je dis que c'est surtout, on va pas réagir. Écoutez, si on compare évidemment la dynamique d'Elon Musk et de la conquête de Mars, il y aura conquête ou pas conquête de Mars, mais il y a la volonté de conquérir Mars. Et nous, on discute pour savoir si on abaisse l'âge de la retraite, etc. Mais pardon, c'est pas la même dynamique. Est-ce que la conquête de Mars, c'est pas un truc d'enfant gâté dont tout le monde se contrefout? Non, pas du tout. Ça vous fait rêver la conquête de Mars? Bien sûr, ce qui me fait rêver, c'est que l'Amérique renoue avec son histoire. C'était la conquête de l'Ouest, puis la conquête spatiale, et aujourd'hui la conquête de Mars. C'est d'autant plus beau que c'est inutile. Non. On découvre qu'on ne connaît pas des dizaines, des milliers de Il faut des mythes, il faut des projets, il faut de l'irrationnel, il faut du bon Dieu partout. Tu mets le doigt sur un problème très important. C'est vrai que dans le domaine de la science, on peut se dire que d'une certaine manière, ça ne sert à rien. Je veux dire, prenons le vaccin. On peut très bien se dire, c'est pas la peine de faire une recherche sur le vaccin du Covid, puisque d'autres pays le feront. Donc, toute découverte scientifique devient mondialisable. Donc, bien entendu, on pourrait se dire zéro argent pour la recherche, puisque d'autres feront les découvertes. Bon, bien entendu... Sauf qu'il y a de l'argent derrière. Il y a du gain. Alors, il y a de l'argent, il y a du gain, etc. Mais il y a aussi le fait que vous comptez pas de la même manière dans le monde si vous êtes un pays qui produit des inventions et si vous êtes un produit qui... c'est l'Afrique qui attend les inventions d'ailleurs. Oui, c'est le Panama dont on peut bouffer le canal. Vous cessez d'être un grand pays. 150 parachutistes, c'était terminé le Panama. Cyril Benazar. Pour revenir sur ce que vous commenciez à dire, il n'y a pas de grandes inventions françaises, effectivement, depuis l'époque de Gaulle. Certes, mais il y a des inventeurs français. Et le problème, c'est qu'ils sont ailleurs. La Silicon Valley, il y a des Français qui réussissent, il y a des boîtes, des startups qui ont parfaitement réussi. Dans la recherche médicale, il y a des tas d'endroits dans le monde où, en fait, c'est une question de système. C'est tout le sujet de l'intervention du patron de Michelin, dont j'ai oublié le nom, très récente, qui explique à quel point le cadre économique qu'on lui donne, les institutions, les règlements, et sont plus des bâtons dans les roues que une aide et une dynamique. Il y a des cas. Je pourrais citer juste un cas personnel. J'ai connu il n'y a pas longtemps un jeune qui était un ami de mon fils,
qui était au CNRS, chercheur au CNRS, gagnait 2 000 balles par mois. Il est parti aux US, il a gagné 20 000 tout de suite, et maintenant il a 200 000 ou 2 millions, je ne sais pas. Parce que maintenant, c'est un grand patron de la recherche américaine. Voilà. Bon. Autrement Il dit, est passé de 20 000 à 200 000 à 2 millions en 5 ans. Voilà. Autrement dit, ce qui peut nous donner de l'espoir, c'est que ça n'est pas le génie français qui manque, c'est le système qui bride, qui inhibe, qui exporte. Depuis des décennies, on exporte des cerveaux tandis qu'on importe des parasites. Il faudrait peut-être inverser la tendance. Start-up françaises, mais elles se font racheter par les Américains. Oui, bien sûr. Je me souviens d'un start-upper qui disait pourquoi on va aux États-Unis, c'est que je vais monter une boîte, elle fonctionne, formidable, elle va pouvoir grandir, elle fonctionne pas, en quelques semaines, je la ferme. Et je ne vais pas avoir à expliquer aux salariés que je ne sais quoi. Je la ferme parce que ça n'a pas marché et j'avance. Et c'est sûr qu'à l'aune des règles fiscales, sociales en Europe, personne ne peut faire ça. Donc on n'a pas cet avantage déterminant. Et moi, il me semble qu'on va pas, c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Parce que ça, est-ce qu'il y a un méga dans la salle? Est-ce qu'il y aurait un Trump dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a... Moi, je poserais... Est-ce qu'on ne peut pas attaquer le truc sur un autre angle? La manière suivante. Y a-t-il quelqu'un en Europe qui raisonne en consolidé? Consolidé, au sens comptable du terme. La consolidation comptable, ça consiste à partir de comptabilité de sociétés différentes et à éliminer les contraires, tout ce qui s'annule. Et de faire quelque chose de consolidé qui donne une vision d'ensemble. Évitez de martyriser votre micro parce que je vais entendre parler de... D'accord. Mais y a-t-il quelqu'un qui raisonne en consolidé européen? Je dirais malheureusement non. Il y a beaucoup de souverainistes. Ce que je regrette personnellement énormément parce que c'est une non-voie, c'est un no futur. Mais malheureusement aujourd'hui, la protestation anti-européenne qui est justifiée, elle conduit à ça, c'est-à-dire à rien du tout. Voilà, à mon avis, c'est le drame. Je pense qu'il ne faut pas attendre malheureusement un sauveur providentiel qui arriverait à rassembler les Européens et à faire que l'Europe redevienne grande. Parce que je pense qu'en fait, nous souffrons de 3 handicaps majeurs en Europe pour faire ce qu'essaye de faire Trump. Premier handicap, c'est la puissance économique. C'est évident qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas le dollar, on n'a pas l'industrie qui permet de le faire aujourd'hui. On a énormément perdu en industrie. Et pourtant, on a un chiffre d'affaires, pour parler de consolidé, supérieur. On a plus de gens qu'aux États-Unis. Le PIB européen. Non, il y a justement... Le PIB européen n'est pas supérieur au PIB Non, mais les États-Unis ont un PIB, ils augmentent de 3,5%, je crois, cette année. Nous, on va faire 0,5. Bon, donc ça fait déjà plusieurs années que le PIB européen et le PIB américain sont complètement... sont très divergents. Et il y a des raisons à ça. Et ça, c'est le premier handicap majeur. Le deuxième handicap, pour moi, il a été abordé, c'est la question de la gouvernance. On a un système de gouvernance en Europe qui ne permet pas, à mon sens, de revenir à une Europe grande. Tout simplement parce que nos institutions ne sont pas suffisamment démocratiques, parce qu'on a un petit peu oublié, même beaucoup, le principe de subsidiarité qui présidait au départ à l'Union européenne, parce qu'il y a les lenteurs, effectivement, administratives, qui sont dramatiques. Mais je crois que ce qui nous pénalise davantage, ce qui nous empêchera sur le long terme d'arriver à avoir une Europe grande, c'est le troisième handicap, à mon sens, c'est un handicap de valeur. Trump s'appuie sur des valeurs qui sont fortes, qui sont partagées aux États-Unis. C'est la liberté, c'est le libéralisme économique, c'est la religion. Et en Europe, on n'a pas ça. On n'a pas un système de valeurs partagées dans tous les pays de l'Union européenne. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur les racines chrétiennes de l'Europe. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur les questions centrales comme l'immigration, comme l'énergie. On voit bien les divergences entre la France et l'Allemagne. Donc il nous manque un système de valeurs partagées en Europe. On a aussi, moi à mon avis, je peux souscrire entièrement à ce qui vient d'être dit, mais il faut ajouter aussi la liberté d'expression et d'opinion totale. Ça, c'est fondamental. En Europe, nous avons perdu cette liberté depuis belle lurette pour cause de Moraline. Mais la moraline, elle existe aussi aux États-Unis, elle est en train d'être chassée par Trump. Notre boulot numéro 1 en Europe, c'est de chasser la moraline aussi, pour retrouver la pleine liberté d'opinion et d'expression, sans limite. Moi, je vais vous faire des propositions. Je vais vous faire des propales. Vas-y, Cyril, et après sur les valeurs, je ne suis pas totalement convaincu. Moi, il me semble quand même que, évidemment, il y a des choses qui nous opposent entre nous en Europe, mais vis-à-vis du reste du monde, on a quand même un socle commun à la fois
douceur de vivre européenne avec nos États-providence, nos social-démocraties, et puis d'être le monde libre et le monde de la culture. On est un peu le gardien du patrimoine culturel de l'humanité. C'est là que c'est le berceau de toute la culture, c'est là que tout est né. Et je pense que là-dessus, on a quand même un point commun qui fait qu'on peut retrouver une coalition. Maintenant, le fait qu'on soit divisé sur l'immigration, par exemple. Mais dans chaque pays, jusqu'à présent, on était divisé sur l'immigration et impuissant et paralysé. Et les choses changent. Je pense que les choses vont changer. La montée des mouvements populistes, même au Parlement européen, fait qu'il suffira d'un renversement de majorité pour que toutes les choses deviennent possibles, que tout soit possible, y compris se défendre contre l'immigration, se défendre contre les États-Unis, entamer un vrai bras de fer contre la Chine et les États-Unis. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire... Le réflexe républicain, le fameux réflexe républicain va s'inverser. Voilà. Et contre l'ultra-gauche. Et je pense que ça, c'est un phénomène dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'union sacrée contre la droite va changer, est en train de s'inverser. C'est une union sacrée contre le totalitarisme de gauche, contre l'ultra-gauche, mondialiste, antisémite et tout ce qu'on veut. Voilà. Je pense aussi qu'il y a quand même un événement intéressant du point de vue de la problématique de la division. C'est qu'à mon avis, les populations européennes sont plus en accord qu'elles n'ont jamais été. Il y a eu une époque où les populations étaient hostiles, la guerre, la France, l'Allemagne, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, les dirigeants ne sont pas d'accord entre eux, mais aussi ne sont pas d'accord avec leur population. Je pense que globalement, la population européenne, sur un grand nombre de points, assez en accord. Si vous prenez la sécurité, l'immigration, même vis-à-vis des États-Unis, etc., on va s'apercevoir qu'il n'y a pas tellement de désaccords. Et je pense que les populations européennes, si on reprend la question du méga, ne seraient pas hostiles à une de grandes ambitions européennes sur des projets de technologie, et il y a plein de sujets, hein, l'intelligence artificielle, le numérique, les biotechnologies, il y a plein de sujets, l'énergétique, les transports, etc. Oui, mais ça marche pas. Ça ne marche pas de fait, mais les populations elles-mêmes ne seraient pas hostiles à cela. Non, mais en fait, il y a quand même un clivage autour de la table. Là, vous pensez en gros que les Européens ont des valeurs communes, que c'est un socle assez fort pour l'utiliser comme base et se propulser dans le futur, et vous pensez en gros que c'est un peu dispersé et... Non, personne n'a parlé du rapport Draghi, quand même, c'est inouï ça. Ah, ok. C'est l'avenir ça. C'est la réponse à la question. Allez-y. Le rapport Draghi. Qui a lu le rapport Draghi? Moi, je l'ai. Non, mais il est trop long. Mais enfin, j'ai lu le résumé du rapport Draghi avec quand même un crayon. Donc, c'est quand même un constat d'abord, un constat d'échec sur tous les domaines d'innovation majeurs. Ça, malheureusement, c'est un ratage par rapport... Vous pensez que c'est une bonne base, je pense que c'est une excellente base. Et ça consiste à dire, bon, les Européens, il faut qu'on se retrousse les manches aujourd'hui. Nous avons des intérêts communs. Nous avons notre meilleur ami qui nous tape dessus et qui va nous exploiter jusqu'à la lie. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà, c'est ça. Alors, justement... Un des chantiers qui pourrait être intéressant, c'est la défense, cette fameuse défense européenne dont on parle sans jamais trop y croire. Jusqu'à présent, l'obstacle, c'était les États-Unis et l'OTAN. C'est-à-dire que les Polonais préféraient acheter des armes aux Américains parce qu'ils ne croyaient pas du tout à la défense. Si Trump fait monter les enchères, fait monter les prix, et puis qu'il devient plus intéressant pour les Européens de construire une défense européenne et d'acheter de l'armement européen. D'acheter des Rafales plutôt que d'acheter des... Ça pourrait être la construction d'un premier chantier qui pourrait en donner d'autres. Alors, mais justement, moi, je vais vous faire réagir à quelques propositions. Alors, elles sont un peu en vrac, mais je voudrais que vous, par exemple, repassez à l'Europe des cercles. C'est-à-dire des pays s'unissent, et on n'attend pas l'unanimité impossible, mais l'Allemagne, l'Angleterre, ou je ne sais quoi, 4-5 pays font un projet, ils le montent ensemble, c'est pour eux, et les autres, s'ils veulent, ils viendront de s'y greffer, mais ce sera sous d'autres conditions. Ça s'appelle les coopérations renforcées. Ouais, et ça marche. Et c'est pas mal. Airbus, c'était un exemple. Voilà. Ok. Il y en a des tas. Et c'est d'ailleurs la seule à peu près réussite européenne dont on puisse parler, parce qu'on cherchait quelque chose qui fonctionne formidablement, c'est Airbus. Moi, je pense que c'est une bonne formule, effectivement, pour sortir du monolithisme et de la bureaucratie. Je pense qu'effectivement, des rassemblements volontaires sur des thèmes précis et d'avenir, c'est pas mal. Ok, allez, deuxième... Un concurrent de Boeing très efficace, ça marche très bien. D'autant que Boeing est en déconfiture, alors qu'il y en a un qui est en rempart 2 et qui produit à fond, et l'autre qui n'y arrive pas, ça c'est une très très belle opportunité.
Oui, c'est vrai, les Chinois y arrivent. Bon, enfin, après, justement, deuxième sujet, arrêtez de se faire plumer. J'ai envie de dire, arrêtez d'être un herbivore dans un monde de carnivores. Arrêtez d'ouvrir les frontières à ceux qui nous ont pillés et à ceux qui essayent de nous vendre, en fait, de la camelote dont on a vendu la technologie. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui est assez simple à mettre en place, en fait? C'est évident. Par exemple, sur les règles de l'OMC, on est les seuls en Europe à les respecter aujourd'hui. Sur tout ce qui concerne le Green Deal, l'écologie, on est les seuls à respecter les règles. L'automobile verte, l'automobile électrique, on est en train de tuer notre industrie automobile, clairement, en Europe. Alors que déjà, les Chinois, c'est fini chez eux, et les Américains, on a entendu ce qu'a dit Trump. Donc, voilà, on est d'une naïveté confondante. Alors, je vais vous dire, arrêtez de se faire absorber les données par les GAFAM. Qu'est-ce que ça veut dire? Fin de l'anonymat. C'est fini, il n'y a plus du tout d'anonymat. Vous voulez tenir sur l'anonymat dehors de l'Europe. Il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus d'Instagram. Plus personne ne peut s'inscrire sans avoir prouvé son identité, son lieu un certificat, une carte d'identité, un lieu de vie et une carte bleue. Est-ce que ça, c'est pas un truc pour retrouver un petit peu de contrôle? Moi, je suis méfiant là-dessus. Oui. Non, moi, j'ai pas d'idée sur la question. Parce que ça va contre vous. Ça va contre vous sur la grande liberté sans contrôle. Oui, moi, je propose exactement le contraire. Attention, on a un ex-commissaire là qui fait beaucoup parler de lui sur ce sujet-là. Je pense que l'avenir n'est quand même pas au flicage, à la réglementation et à l'empêchement d'innover. Mais Jacques, pourquoi y aurait-il un monde dans lequel, quand on va acheter quelque chose, on doit présenter une pièce d'identité et une CB, et un monde dans lequel on peut s'appeler BBR55, menacer les gens de mort et s'en tirer sans aucune punition? Au nom de quoi le monde virtuel serait-il hors la loi? Non, mais expliquez-moi. Moi, demain, j'insulte quelqu'un dans la rue, le type, il m'attrape, il m'amène au commissariat, il va falloir que je déballe mes papiers. Oui. Non, mais c'est défensif, ça. Moi, je préférerais d'abord qu'on commence par innover, à avoir des entrepreneurs etc. Une fois qu'on pose problème, on réglemente, mais on commence pas par réglementer. C'est comme ça que l'Europe, d'ailleurs, s'est suicidée. Je voulais vous faire réagir. Bon, oui, voilà. bien sûr. Liberté d'expression, je dirais précisément parce que c'est virtuel, parce qu'il n'y a pas de passage à l'acte derrière. On est derrière un écran, on exprime les opinions qu'on veut, et puis dans la mesure où ça ne porte pas trop à conséquence, on peut considérer qu'on laisse la liberté d'expression. Le problème, c'est quand ça porte à conséquence. C'est-à-dire si on laisse fleurir des discours djihadistes, par exemple, sans restriction, et qu'à l'arrivée, on a des gens qui se font égorger dans la rue, là, ça pose un problème. Et je pense que la liberté d'expression, ça ne peut marcher que dans une société relativement homogène. C'est-à-dire, peut-être que les États-Unis y arrivent grâce à ça. C'est-à-dire, du néo-nazi américain j'imagine, aux mormons ou aux salafistes, ils se sentent quand même tous américains. J'ai l'impression, c'est peut-être j'ai l'impression que c'est illusoire. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de patriotique aux États-Unis qui fait que on peut laisser les gens s'exprimer comme ils veulent, et c'est tout l'honneur des États-Unis de protéger en son sein des gens qui théorisent sa destruction. En Europe, parce qu'on n'a plus du tout une population européenne et homogène, ça pose un énorme problème. Et je dirais que, pour revenir au thème de la question, la Make Europe Great Again, je pense que le meilleur service qu'on pourrait rendre aux Européens et même au reste du monde, c'est que l'Europe reste européenne d'abord. Protège ses frontières de l'invasion migratoire, du grand remplacement. Ça me paraît être et organise la remigration, parce que ça suffit pas d'arrêter le flux. Il faut tel qu'on est aujourd'hui, dans quelques dizaines d'années, nous serons minoritaires sur notre propre sol. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'arrêter le flux. Il faut organiser le retour. Mais c'est le cas paire de manches. Oui, mais c'est le cas des États-Unis où les WASPs. Non. Mais ça se compare maintenant, pas. Tout le monde parle espagnol. Moi, j'échange leurs immigrants contre les nôtres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de religion, notamment. Donc, c'est pas du tout le même problème. C'était quand même un des sujets du premier mandat de Trump. Il a mis les pieds dans le plat sur le fait que comment dire ? Je ne trouve plus mes mots. Le fait que les Blancs risquaient de devenir minoritaires aux États-Unis.
Et le déclin des WASP, ce qui est d'ailleurs la thèse du livre de Todd, ce qui est un peu étonnant, qui disent que l'Amérique part en déconfiture parce que les Blancs perdent de l'influence. Ah bah, de toute manière, il y a des quartiers entiers de New York où toutes les pubs sont ça fait longtemps, hein, toutes les pubs sont en espagnol, où les gens ne parlent qu'espagnol. Vous allez à Miami, il y a certains endroits où les gens ne parlent pas anglais, mais littéralement. Ils vont à l'école en espagnol. C'est pas très grave parce que la culture est très proche finalement. C'est beau. Écoute, en Suisse, on parle 4 langues différentes, ça n'empêche pas les Suisses de se sentir Suisses. Voilà, c'est pas un problème de langue. N'oublions pas quand même que cette idéologie. Ce sera le mot de la fin. Cette idéologie n'est pas le fait des migrants, ce sont des Blancs qui répandent essentiellement cette idéologie-là. C'est ce que dit Jared Taylor, c'est exactement ça. C'est-à-dire tout vient le problème des Blancs vient des Blancs. Voilà. Ça vient pas des immigrants, ça vient pas des méchants de l'extérieur, ça vient de nous d'abord. Okay. Nous sommes maso par naissance. Voilà. C'est vrai que d'où ils viennent, on n'est pas aussi généreux, loin de là. Voilà, bien sûr, on est pas aussi antiracistes. On est les seuls dans l'espèce humaine à être maso à ce point. Allez, messieurs, on embraye en ayant un peu débordé, mais je compte sur votre brièveté et votre coup de gueule et vos coups de cœur. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour coup de gueule, coup de cœur, et c'est Yves Christen qui commence. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. On commence par un coup de gueule, on finira par un coup de cœur. Si je me rappelle bien, c'est Wauquiez, votre ire, hein, votre colère. Oui, c'est une colère encore modérée, mais peut-être que cela fait du bien pour les gens qui nous écoutent et qui sont plutôt d'une sensibilité de droite. J'ai trouvé que l'attaque de Wauquiez sur les brigades de défense de la biodiversité était maladroite, et je souscris à la réplique du jeune Hugo Clément, parce que je crois que Rappelez-nous ce qu'il a dit, peut-être. Eh bien, il a attaqué, vous savez qu'il y a une sorte de brigade de la biodiversité. Alors, comme tout ce qu'on fait en France, c'est un système de flicage qui peut être désagréable, notamment vis-à-vis des agriculteurs, et les agriculteurs protestent contre cela. Mais je crois quand même que globalement, la défense de la biodiversité est quelque chose de tellement important que, à mon avis, il ne faut pas lui nuire. Ok. Et pour vous, c'est un marqueur d'une sorte d'obsolescence de Wauquiez ou d'un opportunisme? Obsolescence, je ne sais pas, mais enfin, je crois qu'il y a en politique une forme de réflexe conditionné qui fait que les gens attrapent un wagon en se disant, par exemple, si je prends celui-ci de wagon, j'aurai de mon côté des agriculteurs. Ouais. Et peut-être les aura-t-il de son côté pour un temps. Mais je crois aussi que la grande politique, c'est être un petit peu à distance de l'intérêt immédiat. La question de Wauquiez, c'est qu'il est en course pour les présidentielles et qu'il a il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, bien sûr, bien sûr. Ok, ça c'était votre coup de gueule. Et vous avez un coup de cœur, je crois, sur un livre sur l'intelligence artificielle. Sujet qu'on aurait pu aborder pendant Méga, parce qu'il y a eu des changements récents qui vont dans le sens de... On en reparlera. Allez. Oui, un petit livre de Stefano Vage, qui est un Italien, qui s'appelle Artificielle Intelligence, qui est paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui est intéressant parce que il donne à réfléchir. Et moi, j'aime bien quand on a affaire à des gens qui n'ont pas un point de vue tout à fait automatique. Je pense que dans nos milieux, beaucoup de gens sont plutôt technophobes que technophiles et plutôt craintifs par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au transhumanisme. Et cet Italien a un point de vue distancié par rapport à cela, et il nous invite à considérer les choses sous l'angle fondamental, notamment si on le mettait en rapport par rapport aux origines de la philosophie grecque, mais aussi sur le plan pratique, car il est assez clair, et moi je souscris à cette analyse, que si on devait chercher à limiter l'impact des technologies, de l'intelligence artificielle, mais ça vaut aussi pour le transhumanisme, eh bien ça nuirait essentiellement aux pays qui chercheraient à limiter cela. C'est-à-dire une fois encore à l'Europe, parce que bien entendu,
personne d'autre que les pays européens ne chercherait à limiter la technologie. Donc je trouve que c'est un petit livre salutaire et qui donne à réfléchir. Vous rappelez le titre du livre et l'auteur ? Oui, c'est Artificielle Intelligence. L'auteur, c'est Stefano Vage, VAJ, et c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Très bien. Merci beaucoup, ça fait envie. Comme je n'ai pas noté, je vais vous le demander après l'émission, ce titre. Cyril Benazar, vous avez un coup de gueule. Oui, mais alors avant de commencer, coup de cœur et coup de gueule, je voudrais juste dire que le mot biodiversité, qui est un terme technique pas très joli, a remplacé les deux beaux mots qui laissent un peu rêveur, qui sont la faune et la flore. Et je trouve ça dommage, ça veut dire exactement la même chose. Alors, biodiversité, pardonnez-moi, implique que les espèces arrêtent de disparaître. Parce qu'on peut toujours parler de faune et de flore, mais quand il y a moins de 80% de moins de moineaux, me semble-t-il, à Paris, maintenant qu'il y a ne serait-ce que 30 ans... Alors, pour la connotation que... Oui, d'accord. Il ne peut y avoir que des cafards et que des mouches et que des moustiques parmi les insectes, et tous les autres auraient pu disparaître. La biodiversité on dirait encore la faune et la flore. Il y aurait encore une faune. Pardonnez-moi, je vous ai corrigé. C'est juste, un avis comme ça. Allez, maintenant, compte pas beaucoup. Allez-y. Alors, j'ai un coup de cœur. Enfin, c'est un peu délicat d'appeler ça un coup de cœur. Hein. Ça m'arrive souvent, mais là, particulièrement aujourd'hui, parce que je voudrais parler des déclarations de Trump sur le déplacement des Gazaouis. Il a envisagé... Alors, c'est pas très clair, parce que lui-même, je ne crois pas qu'il soit très clair dans son propos. On l'a entendu. On avait l'impression que le promoteur immobilier renaissait sous le président. Il voit un formidable terrain en bord de mer. Il se dit, il y a de quoi faire quelque chose de formidable. Et donc, il dit, le temps de finir le nettoyage et de reconstruire, on pourrait déplacer et demander... Il disait, je vais demander aux Égyptiens et aux Jordaniens de prendre leur part de Palestiniens. Il parlait d'1 500 000 personnes. Alors, ça lève un tabou énorme, ça. Parce que c'est un peu dans la tête de beaucoup de monde sans jamais être exprimé. Parce que là, on se croit revenu sous Staline, quoi. On va déporter des populations entières pour arranger les affaires et l'avenir de la région. Mais je trouve que, dans sa façon de faire, il annonce toujours quelque chose de dramatique pour ses adversaires. Et puis ensuite, il rétrocède, il discute... il accepte des compromis, et au final, les autres se disent finalement, c'est pas si mal, on a échappé au pire. Mais je pense que derrière ça, il y a l'idée d'impliquer d'autres acteurs de la région dans la résolution du problème palestinien, au lieu de toujours dire le problème israélo-palestinien. Sauf qu'il n'implique pas beaucoup les Palestiniens là-dedans. Ils demanderaient l'autorisation des Égyptiens, mais pas les Palestiniens. Oui, mais ça peut peut-être venir... Jordaniens qui ont dit non. Qui ont dit non, évidemment, ils vont se dire non, personne n'en veut des Palestiniens. Ils ont mis un bazar terrible à chaque fois qu'ils ont été accueillis quelque part, plus personne n'en veut. Évidemment, les Palestiniens n'en veulent pas non plus, mais je pense qu'il peut y avoir comme ça une piste de réflexion en impliquant les acteurs, et puis une façon un peu rusée de peut-être diviser les Palestiniens, de les séparer du Hamas, parce que maintenant c'est ça le problème. Pour éradiquer le Hamas, il faut le séparer des populations, et peut-être de réorganiser la Palestine autrement. D'ailleurs, c'était le projet de Jabotinsky, qui était une figure de la droite, pas israélienne parce que c'était dans les années 30, mais de la droite sioniste opposée à Ben Gourion. Lui disait, sa théorie, c'était le mur de fer. On pousse les Palestiniens de l'autre côté du Jourdain et on construit un mur de fer et on est tranquille. Alors maintenant, ça, c'était mon coup de cœur. Et votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est les réactions médiatiques, les réactions politiques, et surtout venant de la gauche, à la suite de l'affaire Elias. C'est ce jeune garçon qui a été tué d'un coup de couteau pour se faire voler son portable. C'est une affaire qui ressemble à beaucoup d'autres. C'est un truc récurrent, un schéma qu'on connaît bien, qui revient souvent, avec toujours les mêmes ingrédients. On a des racailles, on a un couteau et on a un petit blanc qui perd la vie à la fin. C'est toujours pareil. Évidemment, la question ethnique ou culturelle n'est jamais évoquée. Jamais. On parle des jeunes, on parle des individus, on parle des primo-délinquants, on a toutes sortes de mots, mais jamais on ne vient sur cette dimension qui peut quand même peut-être expliquer des choses. Parce qu'aux cultures sont attachées des mœurs. L'arabe et le couteau, ça a longtemps été considéré comme un cliché raciste. On se rend compte aujourd'hui que ça cache aussi une réalité. Et surtout les réactions de la gauche, je pense notamment au maire du 14e arrondissement, Karine Petit, qui a expliqué que ça fait longtemps que le problème se posait, que les gens se plaignaient de raquettes des jeunes, que ces deux-là avaient déjà été impliqués dans des vols avec extorsion. Et selon ces termes, elle avait dit « On a fait des réunions, on a mis des mots sur les choses, on a mis en place des mesures éducatives, et puis ça n'a pas suffi. » Et puis, une deuxième déclaration encore, qui est encore plus gênante, elle dit finalement, il va y avoir un jeune mort et 2 jeunes en prison. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre dans le même sac la violence des jeunes en général, comme si c'était les jeunes en général. Moi, je connais beaucoup de jeunes de 14 ans. Jamais ils ne prendraient un couteau pour le planter dans un de leurs camarades.
Hein, donc cette façon excusiste d'évoquer les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, toutes sortes de problèmes, sauf peut-être le problème ethnique et culturel, qui quand même est comme l'éléphant dans la pièce, ça c'est un excusisme. Et le pompon, ça a été la mairie de Paris ce matin qui a déclaré qu'il fallait peut-être réglementer la vente des couteaux dans les armureries. C'est-à-dire que maintenant, c'est la faute des couteaux. Les armuriers vendent beaucoup trop de couteaux. Hein, il faut arrêter ça, et puis ça réglera le problème. Moi, je pense qu'il y a un autre problème qui peut être envisagé, c'est peut-être la remigration, notamment de ces jeunes-là. Il y a une loi que personne n'a évoquée d'ailleurs, parce qu'on fait toujours l'inventaire de toutes les mesures pénales qu'on aurait dû mettre en place et qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place et qu'on ne peut pas pour... Hein. Il y en a une, c'est qu'un jeune né de parents étrangers demande sa nationalité française au moment de sa majorité. Et c'est dans les faits accordé automatiquement. Il faudrait peut-être revenir sur cette automaticité, revenir sur le parcours délinquant et criminel et dire là, non, là, il y a un problème. Décidément, tu n'as pas compris ce qu'est être français. Être français, ça n'est pas poignarder son petit camarade. Tu retournes du tu viens. C'est pas les trafics, c'est pas tout ça. Merci beaucoup, Cyril. Jacques-Georges, vous avez un coup de gueule et un coup de cœur. Alors, on commence par lequel ? Cœur, gueule ? On peut commencer par le coup de gueule, mais ça vient d'être excellemment dit. Aussi. Donc, je pense vous allez faire plus court, j'aurais dit avec moins de talent ce qui vient d'être dit. Bon. Hein, mais simplement, il y a une disproportion quand même absolument inouïe entre l'énormité du phénomène, sa répétitivité monotone, etc., et les réponses qu'on lit dans les journaux. C'est quelque chose d'incroyable. Vous regardez YouTube et vous regardez, faut-il réduire l'excuse de minorité ? Faut-il construire un petit peu plus de prisons ? Hein ? Faut-il un petit peu plus de sévérité, etc. Mais personne ne dit, mais la peine de mort, c'est pour... On rétablit la peine de mort, oui ou non ? Est-ce qu'on parle de remigration, oui ou non ? Est-ce que cette composition de la société elle est intouchable ou non ? Est-ce qu'on est multiculturel pour toujours ou non ? Personne ne pose les vraies questions. On en est à la vente de couteaux, à l'interdiction de la vente de couteaux. C'est pour dire à quel point on est complètement à côté de la plaque et il y a de quoi être désespéré. Alors ça, vraiment, c'est un motif de désespoir. Mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, les coups de gueule, moi, j'en ai tous les jours. J'en ai 50 par jour. Hein. Quand je regarde, par exemple, la situation des finances publiques françaises et puis le débat à l'heure actuelle sur le budget, hein, je dirais, de toute façon, je ne vois pas comment, avec 50 milliards d'intérêts aujourd'hui, 70 demain, on va pouvoir simplement ne pas être étouffé. On va être étouffé. Et alors, les souverainistes, moi je trouve absolument magnifique, les souverainistes qui disent oui, bon, alors finalement, il n'y a qu'une seule solution, c'est le Frexit. Hein. Parce qu'avec le Frexit, on va se retrouver libre et on va retrouver une autonomie simplement sans la BCE, on est l'Argentine. Hein. Alors là, c'est la mort garantie. Là, je peux vous dire que c'est la mort garantie. Hein. Bon. Merci beaucoup. Donc ça, c'était votre coup de... vos multiples coups de gueule. J'en ai 50. Moi, j'adore les coups de cœur aussi. Bon, alors le coup de cœur, alors c'est un petit peu... Ça va peut-être pas faire l'unanimité. Oui, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, j'aime beaucoup Musk. Hein. Je dois dire que Elon Musk me plaît encore plus que Trump. C'est pour vous dire à quel point je suis mal pensant. Hein. Vraiment. Bon, alors il a fait une intervention en vidéo au congrès de l'Alternative für Deutschland de Halle du 25 janvier. Donc ça, c'est l'AfD. C'est un mouvement qui est considéré comme très à droite en Allemagne. Absolument, oui. C'est plus à droite que le RN. Et alors, qu'est-ce que vous pensez je vais vous faire quelques citations qui, personnellement, me vont très très bien parce que je suis un patriote européen. Les enfants ne devraient pas être coupables des péchés de leurs parents et encore moins de leurs arrière-grands-parents. Ça, c'est vrai pour les Allemands, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les Français que les colonisateurs. Ça s'adresse aux Allemands plus ça s'adresse à tous les Européens. Ouais. Il a dit également, il est bon d'être fier de la culture allemande, des valeurs allemandes et de ne pas les perdre dans une sorte de multiculturalisme qui dilue tout. C'est pas mal non plus. Hein, c'est pas mal non plus. Et enfin, l'accent est trop mis sur la culpabilité du passé et nous devons aller au-delà de cela. Et je crois qu'effectivement, bon... Les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde est d'accord, c'est une horreur, etc. Mais tous les jours, matin, midi et soir, c'est un peu trop et c'est contre-productif. Ouais, ça
ça ne permet pas de se tourner vers l'avenir. C'est le problème des Allemands. Surtout que les Allemands ont largement expié, sont largement revenus et ont changé et ont dénazifié totalement. Et à côté de ça, on est moins regardant sur des gens qui revendiquent un djihadisme tout aussi meurtrier, et même encore plus parce qu'ils en font la publicité et qui, eux, ne regrettent rien, jamais. Bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Izard, vous avez un coup de gueule et un coup de cœur. Alors, un petit coup de gueule à propos d'un rapport qui vient d'être publié de l'Office français des drogues et des tendances addictives. Oui. Il nous dit qu'on a saisi en 2024 49 tonnes de cocaïne. L'essentiel arrive par le port du Havre, c'est pas compliqué. Il y a très peu de contrôle. On contrôle quelques containers sur des milliers. Qui arrivent chaque jour. C'est ça. Mais tous les jours, il y a des containers qui arrivent. Et les dockers, eux, subissent des menaces. Il y a des dockers qui ont été enlevés, qui subissent des menaces de mort, voyez, pour faire des contrôles pas trop fouillés, on va dire. Voilà. Alors, à l'arrivée, eh bien, on constate qu'on a une explosion de la consommation de drogue en France, que ce soit la cocaïne ou les autres drogues d'ailleurs. Le rapport dit clairement... Particulièrement. Il y a 600 000 usagers réguliers aujourd'hui en France. Ça a doublé en un an. Ça a doublé en un an. 1,1 million de consommateurs occasionnels. Voilà. Alors, tout ça va avec, évidemment, les trafics, le blanchiment d'argent, les règlements de compte, les crimes, les victimes innocentes qui passaient par là, ça arrive aussi. En fait, on a une société qui est en train de un petit peu de se déguiter et de se retrouver dans la drogue, et c'est une catastrophe. Autrement dit, et ça augmente le PIB. Oui, c'est vrai, en plus, ça augmente le PIB. Ça augmente le PIB. Voilà, ça va être côté positif. Ça va être intégré maintenant, l'économie de la drogue, dans la comptabilité européenne. On pourra en discuter de ça, mais c'est OK. Coup de gueule, coup de cœur. Alors, coup de cœur, plutôt qu'un coup de cœur, un hommage. Voilà, oui. Un hommage à Madame Valérie André, qui vient de nous quitter à l'âge respectable de 102 ans. Ça fait rêver. Eh oui, ça fait rêver. Alors, Valérie André, elle était médecin militaire. Elle a été la première femme en France à avoir été nommée officier général. Voilà. Elle a participé à de nombreuses campagnes, notamment en Indochine. Elle était résistante d'abord, et puis elle a participé à des campagnes... En Indochine? Oui, en Indochine. Donc on parle d'il y a très très longtemps. Oui, 102 ans, voilà. Ouais. Et en Algérie, après. D'accord. Voilà. Et elle était parachutiste, pilote d'hélicoptère, et elle a organisé notamment en Algérie des évacuations nombreuses dans des zones extrêmement dangereuses en hélicoptère. Voilà. Alors, elle s'est d'ailleurs spécialisée dans tout ce qui concerne le sauvetage de blessés, militaires ou non, dans les zones sensibles. Elle a 4200 heures de vol à son actif, 100 missions d'évacuation sanitaire, 493 missions de guerre. C'est la femme militaire la plus décorée dans le monde. Et elle a ouvert la voie à quantité d'autres femmes. Exactement. Toute leur place elle s'est aussi battue pour ça après sa retraite, voilà, pour l'ouverture aux femmes des armées. Voilà. Alors on lui a rendu un bel hommage là récemment, parce qu'il y a l'héliport d'Issy-les-Moulineaux qui a été rebaptisé du nom de Valérie André, et c'est bien mérité. Absolument. Et Geneviève de Galard, ça a un rapport ou pas? C'était aussi une grande figure, voilà, qui elle est plus connue, on va dire. Voilà. C'est ça. Si le féminisme n'était pas de gauche, elle serait peut-être devenue une icône féministe. Mais bon, venant de l'armée, ça va être difficile. Peut-être l'est-elle dans certains cercles, faut espérer. Hein. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je vous ai trouvé très bon dans cette émission. Merci de votre présence. Merci de ce beau livre, Jacques-Georges. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec 4 nouveaux invités, des sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. À très vite.